Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la belle victoire 3-1 hier soir au Parc des Princes face au Stade Brestois. On va compléter certaines prestations individuelles avec des choses qu'on a pu oublier dans le débrief à chaud et ouvrir certains débats, notamment celui du forfait surprise de Gigio Donnarumma qui est tombé ce matin, communiqué du club. Il a une gêne à la cuisse droite, il n'y avait rien sur le match hier qui allait dans ce sens-là, même après, Luis Enrique n'en a pas parlé en zone mixte, conférence de presse et tout ça. Donc c'est vrai que ça tombe un peu de nulle part, mais il est forfait pour la Ligue des Champions, il restera en soins toute la semaine, donc potentiellement aussi incertain sur le match contre Reims qui suivra en Ligue 1 samedi prochain. Voilà, commençons quand même par l'enseignement numéro 1 du match d'hier que j'ai un peu laissé passer sur le débrief, à savoir ce turnover très réussi de la part de Luis Enrique. Bien sûr, le 11 était remanié notamment en défense centrale et au milieu de terrain. Skriniar, Beraldo, c'était inédit. Pour Skriniar qui avait sa première titularisation de la saison, pour Beraldo qui retrouvait un petit peu son poste axial gauche, on sait que contre le Havre il était plutôt axial droit, contre Lille il était latéral gauche, il est aussi rétrogradé dans la hiérarchie cette saison avec Pacho qui lui est passé devant. Clairement Beraldo est un perdant du mercato, au contraire d'un Marquinhos par exemple, parce que c'est vrai qu'au début du mercato ça devait être un axial droit. Si on signe Lenny Yoro, bon aujourd'hui ça chauffe un peu plus pour Marquinhos que Beraldo parce que c'était un axial droit. Donc voilà, c'est vrai que ce turnover en défense centrale a plutôt été payant. Beraldo est moins bon que Skriniar, on y reviendra. Mais globalement, les Brestois, le peu de fois déjà où ils ont amené du danger, c'était depuis le côté. Notamment par exemple le penalty qui est provoqué suite à un centre. Ils sont pas du tout passés par l'axe pour apporter du danger. Certes, pour trouver des relais avec Ludovic Ajorc, et ça fait partie de leur système. Mais même là-dessus, on a été plutôt bon. Au milieu de terrain, alors c'est vrai qu'en première mi-temps, Ruiz, Neves, ils ont besoin un petit peu d'acclimatation et ils montent en gamme au fil du match. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé avec Likanguin aussi, rôle assez inédit de relayeur droit parce qu'il fait une bonne préparation, il fait de bonnes entrées au préalable sur les premières journées de Ligue 1, mais dans un rôle plus excentré. Et là, il est du coup plus axial avec une présence dans les 30 derniers mètres qui est un peu moindre, mais voilà, il s'est illustré dans d'autres domaines en fait, et c'est là toute la richesse de son match que sur les amicaux, sur les entrées. Limite, le point faible de son match hier soir, c'était ce qui faisait sa force jusque-là en préparation et sur le début de saison. Bref, on y reviendra bien sûr tout ça. Donc c'est vrai que suite au mercato, on se disait, on n'a pas doublé les postes. C'est vrai qu'on pourrait relativiser ce que je viens de dire en disant qu'en fait, dans ce 11, les rôles cruciaux, c'est vraiment ceux de latéraux, ailiers. Et donc, on avait tous les titulaires à ces postes-là hier. Mais même Barcola fait un mauvais match et finalement, on s'en sort quand même malgré un mauvais match de sa part. C'est vrai qu'à Axial, voilà, au milieu par exemple, on est très fourni, alors que au poste de latéral ou ailier, si Dembélé saute, c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué. Jusque là, Luis Enrique avait mis le 11 type. C'était la première fois qu'on jouait avec une équipe remaniée et ça a été très bien interprété. Surtout que les rôles étaient différents. Par exemple, Ruiz n'a pas le rôle qu'a Vitinha d'habitude. Lee, pareil avec Warren. Ruiz se déplaçait beaucoup plus, montait beaucoup plus aussi. Likanguin était bien plus dans un rôle avec ballon sur les sorties de balle que Warren qui lui fait péter les dimensions physiques quand on perd le ballon. Donc voilà, ça laisse des belles perspectives. D'abord parce que ceux qui étaient sur le terrain, on demande à les revoir. Ruiz, Lee, même Skriniar en fait, qui fait vraiment un bon match. D'ailleurs, Luis Enrique, il a dit que c'était un match 10 sur 10 pour lui. Pour quelqu'un qui le convoquait même pas dans le groupe il y a 15 jours, c'est assez exceptionnel. Même en fait, Barcola, le fait qu'il fasse un mauvais match, bon, ça nous laisse penser que par moment, on peut le sortir du 11. On peut même le sortir à la mi-temps pour un Désiré Doué, par exemple, qui va parachever un peu son intégration. L'entrée de Colomani aussi. L'entrée de Colomani, ça nous laisse des perspectives dans le sens où, sur ce genre de match avant ou post-Ligue des Champions, il y a un moment donné, s'il continue à faire ses entrées, il faudra le mettre titulaire. C'est comme Lee, en fait, à force de faire des bonnes entrées, bon, il faudra le mettre dès le départ, parce que c'est vrai qu'hier, il fait une bonne entrée, Colo, je l'ai pas assez souligné, je crois que je l'ai même pas souligné dans le débrief. Sur le but de Dembélé, déjà, il y a une bonne prise de balle, il y a une bonne conduite juste derrière.
il arrive à un moment où on a besoin de densifier l'axe parce que Asensio, en fait, il est bon quand il s'en écarte, quand il décroche. C'est vrai que pour un numéro 9, hier soir, c'était un peu paradoxal d'avoir un joueur meilleur quand il s'en va de l'axe plutôt que lorsqu'il y est, où il vendange un petit peu. Voilà, Kolo vient un peu densifier tout ça. Après son but contre Lille, c'est encore une bonne entrée. Donc il était sur Téléfoot ce matin, il dit que ça y est, il reprend un petit peu confiance au PSG. C'était pas dit, hein, c'était pas dit. Rappelez-vous, après la blessure de Gonzalo Ramos, quand on pensait tous que ça allait être lui le titulaire et qu'au final, c'est Asensio qui est sorti du chapeau hein, et Colomani qui reste sur le banc. Ça a pu être un choix difficile à accepter mentalement pour Kolo et au final, une bonne entrée vraiment intéressante. Voilà. Beraldo, j'aimerais quand même revenir sur son match, on n'en a pas parlé. C'est vrai que déjà, il prend jaune sur sa première faute, alors qu'en première mi-temps, il a assez peu de travail, donc c'est assez frustrant. Contre Lille, déjà, il avait pris un jaune bon, qui est stupide, tirage de maillot contre Lille. Hier, je crois que c'est autre chose, j'ai plus la faute en tête, mais voilà, c'est encore une faute très stupide. Au prochain jaune, il sera suspendu, hein, 3 jaunes sur 10 matchs en Ligue 1, c'est suspension. Et puis à chaque fois, voilà, quand il se plaint là, il prend le jaune et il se plaint auprès de l'arbitre. Bon, c'est vrai que ça fait un peu amateur. C'est dommage de prendre des jaunes aussi tôt dans les matchs parce qu'après, ça peut donner un autre rouge. Hein, après celui face à Marseille, rappelez-vous. Hein, c'est vrai que il prend souvent des jaunes. En première mi-temps, c'est vrai qu'il est pas dans le rythme en fait. Souvent, il termine mieux ses matchs qu'il ne les commence. Et encore une fois, hier soir. Après, il se reprend. Alors bien sûr. Ce qu'on pourrait tirer de positif de ça, c'est qu'il a une force de caractère. Que par la suite, il montre un peu sa résilience. Et c'est vrai qu'il y a une façon de défendre qui est pleine de malice, pleine de caractère. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est vrai que cette fâcheuse tendance à prendre des jaunes, à faire des erreurs quand il y a peu de travail à faire, ça me gêne un petit peu par rapport à Beraldo. Hakimi, on n'en a pas parlé, mais en fait, on dit toujours la même chose, donc c'est vrai qu'à la fin, en fait, c'est devenu normalisé. Déjà, le brassard de capitaine, donc il était élu vice-capitaine avec Donnarumma et Kimpembe, donc derrière Marquinhos, hein, plus tôt dans la semaine par le groupe. Est-ce que c'est le signe d'une future prolongation? Je sais pas. Je crois qu'il était déjà capitaine du Maroc sur les Jeux Olympiques, il conduisait le bus et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a un rôle un petit peu de leader naturel qui s'installe chez lui, donc ça fait plaisir. Et puis surtout, voilà, quand on a le ballon, il est très actif. Le coffre est incroyable. Voilà, surtout après une trêve internationale. Alors, il a eu les JO cet été. Il a eu la trêve internationale là. Il te fait un gros match contre Reims. Donc, c'est vrai que là, il est sûrement en pleine bourre. Il y a forcément un moment où il va accuser le coup. Espérons que à ce moment-là, il ne se blesse pas du coup. Mais c'est vrai que il est tout simplement exceptionnel. Et c'est vrai qu'hier, il a plus de justesse offensive. Enfin, la double confrontation contre Dortmund, je crois qu'il n'y a pas un seul centre qu'il réussit. C'est vrai que c'était assez dramatique d'avoir un tel niveau technique en demi-finale. Là, hier, il y a des centres qui sont beaux. Il y a des centres qui sont bien délivrés. Déjà, il y a une passe D pour Fabien Ruiz. Et même en première, il y a des centres un peu fuyants qui sont dangereux, même certains qui trouvent pas preneurs, qui sont assez dangereux, qui passent voilà dans les 5,50. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Achraf à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça va dans le sens en fait de cette animation où c'est lui qui a le rôle de milieu et pas nous en fait. Surtout que ayant revu le match, je relativise ce que je disais hier dans le débrief, quand je disais ouais Nuno est peut-être un peu bridé par le staff. Non, en première mi-temps, il a eu une vraie liberté offensive et surtout aussi j'ai sous-estimé son match offensif tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions marquantes. Sa frappe, son occasion, les 2 passes qui auraient pu être décisives pour Ruiz et pour Asensio, là qui est magnifique après un petit rush solo très sympa. C'est vrai qu'il a beaucoup apporté offensivement, il a eu plus de liberté je trouve que sur les autres matchs. Le truc c'est que voilà, il brille qu'avec ballon. Sans ballon, il va pas aider ses partenaires, il va pas aller fixer Barcola, aider Barcola en fixant le latéral, repiquer dans l'axe aussi, pourquoi pas, ça pourrait être envisageable. Mais c'est vrai que voilà, avec ballon, il est vraiment très bon. Mais le match d'Hakimi nous fait comprendre un peu pourquoi c'est le Marocain qui a ce rôle-là et donc pas Nuno. Après voilà, défensivement, Nuno a vraiment des difficultés. Il y a la main aussi en fin de première mi-temps. Perso, je la siffle pas. C'est vrai que c'est vraiment pas une main que je siffle. Mais je note qu'elle arrive à cause d'un contrôle approximatif de sa part, en fait.
C'est lui qui contrôle pas très bien le ballon et c'est ce qui fait qu'il y a main. Donc même là-dessus, tu vois, il y a peut-être des arbitres qui auraient sifflé le péno. Faut faire attention. Voilà. Et puis des petits oublis hein, sur Del Castillo par moment. Voilà. Un choix intéressant, c'est le fait qu'il remplace Nuno par Pacho et que Pacho rentre en tant que latéral gauche. Alors déjà, c'est la première fois qu'il y joue au PSG à ce poste donc de latéral. Hein. Jusque-là, il était central gauche et c'était Beraldo par exemple titulaire contre Lille à la place de Nuno. Là, il y avait et Beraldo et Pacho sur le terrain, et il préfère mettre Pacho à la place de Nuno, laisser Beraldo central gauche. Donc voilà, l'équatorien est donc une solution aux yeux de Luis Enrique pour jouer latéral gauche. C'est plutôt intéressant pour la suite, parce que c'est vrai que c'était une des questions hein, suite au début de saison, où on n'avait pas vu Pacho dans ces zones-là. Donc un enseignement du match d'hier. Fabien Ruiz. Alors Fabien Ruiz, c'est vrai que sa première mi-temps, je la trouve un peu en deçà. C'est vrai qu'il a pas vraiment de repères. Le rôle est difficile à appréhender parce que, surtout par rapport à l'année dernière en fait, où c'était de la compensation du côté gauche, Mbappé, Nuno Mendes, une zone beaucoup moins large à couvrir. Là, il est numéro 6. Ça va voilà de couvrir l'entrée de la surface jusqu'à apporter de la présence dans celle de l'adversaire, justement, avec son but. Donc ça a été plutôt réussi parce qu'il te marque quand même le but du 2-1. Donc c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'en première mi-temps défensivement, bon, je l'ai trouvé pas trop dans le thème, dans la gestion des transitions et tout ça. Bon, c'était pas au niveau de Vitinha contre Lille, quoi. Voilà. Mais il monte quand même un peu en puissance par la suite. Pour revenir juste sur le but, je crois que je sais pas si je l'ai dit dans le débrief hier soir. Si, je crois que je l'ai dit, mais je le répète. 4e fois en 4 matchs où on marque 2 buts coup sur coup en moins de 3 minutes. Voilà. Le Havre, Montpellier, Lille et encore hier, on marque à chaque fois un but et ensuite on profite des 5 minutes post-but où l'équipe adverse est un peu déconcentrée, a un peu pris le coup de massue et on en profite. Mais tout ça reste à confirmer en Ligue des Champions. Mais bon, on y reviendra dans de prochaines vidéos. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, il va y avoir beaucoup d'enjeux à confirmer parce qu'encore une fois, voilà, la Ligue 1 restera la Ligue 1. Voilà. Neves, c'est vrai qu'il a une grosse débauche d'énergie. Il y a des actions marquantes, hein. Ça frappe suite à la belle passe de Dembélé en première mi-temps. Il fait une belle action de pressing au départ du 3e but. Il fait quelques retours très intéressants, mais personnellement, je pense pas que ce sera le leader du milieu de terrain dans l'immédiat en fait, dans le sens où c'est quelqu'un qui peine à se canaliser. À noter quand même qu'il il a un rôle très différent de celui qu'il avait à Benfica. Là-bas, il était plus dans le milieu défensif. Là, il est 8, voire quasiment 10. Donc, c'est vrai que les zones à couvrir sont plus larges. C'est plus compliqué. Donc, il y a une dimension d'acclimatation et tout ça à prendre en compte. Mais c'est vrai que voilà, il se canalise pas vraiment. Et du coup, tu as un joueur qui se donne énormément. Mais l'impression visuelle, en fait, quand tu as le ballon et tout ça, c'est que il fait pas vraiment de différence un petit peu marquante, voilà. Et bon, je pense que ce sera Vitinha le leader de cette équipe, au moins pour cette saison, parce que bien sûr, voilà, Neves a 19 ans, il vient d'arriver il y a un mois, donc c'est vrai que par la suite, bien sûr, qu'il pourra le devenir hein, complètement. Lee Kang-in, donc j'ai fait son éloge hier, hein, très bon match, voilà, j'aime beaucoup hein, la protection de balle pour les sorties, sa capacité à jouer dans des espaces restreints, que ce soit par les dribbles, résister au duel ou échanger aussi, il est très bon. Après, j'ai noté quand même que, déjà hier, je le disais dans le débrief, hein, qu'il prend pas beaucoup de frappes. Dans les 30 derniers mètres, c'est vrai qu'il a été un peu moins tranchant. Faut qu'il soit un peu plus déterminant. Parce qu'il a touché des ballons, mais c'est vrai que là, c'était un peu plus brouillon. Il s'en mêlait un petit peu les pinceaux. Et c'est un peu dommage, parce que là, on aurait la panoplie d'un relayeur très complet. C'est peut-être parce qu'il manque de lucidité, hein, parce qu'il a un rôle beaucoup plus large. Mais c'est vrai que voilà, on a vu un Lee Kang-in dans les 30 derniers mètres qui n'était pas vraiment en vue. Voilà, ce serait un petit peu le bémol que je mettrais sur son match d'hier. Dembélé, au-delà des 2 buts, j'aimerais m'arrêter encore une fois sur le jeu avec ballon dans les phases de possession. Dans les phases de possession, dans le sens où, alors, premièrement, il se déplaçait très bien. Et donc, on n'était pas dans le stéréotype de Dembélé qui colle la ligne, qui attend le ballon, qui fait un rush un peu tout seul. Et ça, bon, c'est des circuits qui sont très stéréotypés. Là, voilà, il se déplaçait beaucoup plus. Il contrôlait le ballon de manière beaucoup plus axiale par moment. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup plus diversifié déjà. Ensuite,
avec ballon, il y a beaucoup moins de déchets. Et ça, c'est une partie de son jeu, je trouve, qu'on sous-estime beaucoup. Alors, on critique le machin, le manque de finition, machin chouette, mais surtout le déchet dans le jeu, limite, pour moi, c'est tout aussi important que la finition, parce qu'il y a des matchs, en fait, où il touche un volume de ballon hallucinant, et en fait, il en bonifie quasiment aucun, en fait. Là, voilà, c'est vrai que hier, ça a été un match très très propre techniquement. Quelques erreurs par moment, bien sûr, mais c'est le lot aussi de tous les ailiers de duel. Mais voilà, c'est vrai qu'on a eu un joueur avec très peu de déchets dans le jeu, très déterminant, très tranchant. Donc là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Asensio, bon alors Asensio, les gens se sont arrêtés sur ses ratés. J'aimerais prendre sa défense parce que déjà, donc le but refusé pour hors-jeu, je trouve que c'est plus Neves tarde à lui passer. Le 1 contre 1 en première mi-temps où le ballon s'envole, alors c'est sûr que la frappe est très mal exécutée, mais en fait, le contrôle juste avant, je crois qu'il n'y a aucun neuf dans l'équipe qui le fait, quoi. Bon, Colomoni, je n'en parle même pas. Gonzalo Ramos, je suis même pas sûr qu'il réussisse un contrôle comme ça, parce que c'est vrai qu'il a très souvent besoin de beaucoup de temps pour s'ajuster. C'est vrai que c'est le genre de neuf qui fait un peu une ou deux touches de trop avant de tirer, tu vois. Alors bon, quand c'est en Ligue 1, sur les matchs, machin, face à des équipes fatiguées, c'est sûr que ça se voit pas trop. Mais en Ligue des Champions, par exemple, l'année dernière, on l'a vu. On l'a vu sur le match contre Dortmund. Je parle des matchs de poule, quand il rentre, par exemple, sa toute première entrée au PSG en Ligue des Champions. Et la demi-finale retour aussi, voilà. Il fait un peu la touche de trop. Donc là, Asensio, voilà, la capacité à contrôler direct pour enchaîner juste après. C'est dommage que le geste soit pas très bon, mais encore une fois, dans l'effectif, il n'y a aucun neuf qui fait ce contrôle-là juste avant. Donc pour moi, bon, ça excuse un petit peu. Après, il y a le tacle, un peu bout de course. Je lui en veux un peu sur une autre action où il est pas là, en fait, où il y a un centre et où il est pas là parce qu'il décroche trop. La limite, ok, je suis d'accord. C'est vrai que il faut quand même un peu jauger par rapport au décrochage et la présence dans la surface. Passons à Didio, qui est donc forfait pour mercredi, et donc incertain samedi prochain à Reims. Il restera donc en soins pour une gêne à la cuisse droite. Alors, le Parisien indique que ça devrait être Safonov dans les cages. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats. La question sera posée à Luis Enrique en conférence de presse. Alors, personnellement, mon avis est très clair. Il y a une balance avec Tenas. Alors, on sait que le gardien espagnol, il était voulu par Luis Enrique parce qu'il a le même agent que notre entraîneur. Luis Enrique l'a titularisé à plusieurs reprises sur la première partie de saison dernière. Parce que, rappelez-vous, en seconde partie de saison, c'était Keylor Navas qui était préféré quand les deux étaient disponibles. Navas, quand il avait ses problèmes au lombaire, bien sûr que Tenas était là, mais quand les deux étaient prêts, c'était Navas, préféré à Tenas. Et c'est vrai que moi, Tenas, c'est un gardien que j'aime pas beaucoup. Voilà, que j'aime pas beaucoup. C'est très bien d'avoir la qualité de pied. C'est sûr que voilà, c'est un vrai joueur de ballon. Le problème, c'est qu'un gardien, ça doit faire des arrêts. Et il n'en a pas fait beaucoup, en fait, au PSG. Sur sa ligne, c'est quand même compliqué. Il est petit. Il y a des moments où il prend des buts qui sont limite casquettes, quoi, où tu te dis, mais pourquoi il ne saute pas? Ou alors, s'il fait 10 cm de plus, il va la chercher. Donc c'est vrai que c'est un peu... Bon, alors, Girone est une équipe espagnole. On pourrait me dire, ouais, Safonov, c'est un international russe. Il a l'expérience des matchs de Coupe d'Europe avec Krasnodar, c'est vrai. Tenas a fait les JO cet été, donc c'est plus frais déjà, parce que Safonov n'a pas joué depuis les matchs amicaux, il a même pas joué lors de la trêve internationale, alors que lui, voilà, Tenas, il reste sur la dynamique de sa médaille d'or aux JO, peut-être plus en confiance et tout ça. Mais bon, je reste quand même sur Safonov. Déjà, premier point, bon, Luis Enrique, on n'a rien à branler, parce qu'avec lui, il n'y a pas de statut. La preuve aujourd'hui, le 9 titulaire, c'est celui qui a été recruté gratuitement, Asensio. Et celui qui est remplaçant, c'est celui recruté pour 90 patates, Colomani. Safonov, recruté 20 millions. Si c'est pour être numéro 3, derrière Tenas, recruté gratuitement et qui ne sait pas faire un arrêt, là, ce serait quand même un sacré aveu d'échec sur Safonov, sur ce qu'il montre à l'entraînement. Vraiment, hein, si Tenas est titulaire mercredi, ce serait une vraie surprise. Et là, enfin, tout de suite, je catégoriserais Safonov dans les échecs, quoi, de Luis Campos, de qui tu veux, de n'importe qui a imposé ce recrutement. Parce que pour moi, rien que pour ça, en fait, si on a mis 20 millions sur lui, c'est qu'il doit bien avoir le niveau pour être numéro 2. C'est qu'il doit forcément être meilleur que Tenas. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. En plus, même voilà, de manière objective, au-delà des considérations de prix mercato, je pense que Safonov quand même reste meilleur que Tenas, déjà parce que je pense que sur sa ligne, voilà, il est capable de faire des arrêts. Alors c'est vrai que sa titularisation contre Sturm Graz n'avait pas été
bien folichonne à Safonov. Mais bon, j'attends de le voir quand même mercredi. Moi, je m'attends clairement à une titularisation de Safonov mercredi. Voilà, je vous donne mon avis. C'est très clair parce que je lisais un peu sur Twitter et il y a des gens qui disent qu'ils veulent Tenas, quoi, qui préfèrent Tenas à Safonov. Bon, c'est... Alors après, c'est vrai que Safonov, on parle d'un joueur qu'on n'a pas vu. C'est vrai que c'est compliqué quand même c'est un débat où c'est vrai, on pourrait me reprocher de pas connaître le joueur et c'est vrai. Mais encore une fois, je pense quand même que voilà, Krasnodar, les matchs de Coupe d'Europe, le fait qu'il soit titulaire en sélection russe, et puis qu'on l'ait recruté 20 millions, encore une fois. 20 millions, normalement, par rapport à ce petit jeune Tenas qui a été recruté gratos et tout ça. Bon, et que on préférait Navas qui avait 10 kilos en trop et un triple menton. Bon, normalement, ça va de source. Voilà. C'est pas vraiment un débat, c'est ce que je veux dire, c'est que normalement, ça devrait aller de source. Et si Tenas n'est pas titulaire, ce serait un vrai aveu d'échec pour Safonov. Warren a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui, donc ça, c'est plutôt bon signe. Pas Vitinha. Alors, c'est marrant parce que ce qui filtrait dans la presse cette semaine, c'est que c'était l'inverse, en fait. La blessure de Warren était potentiellement plus grave que Vitinha. Et au final, Warren reprend avant Vitinha. Voilà. Vitinha, la cheville, donc il est un peu incertain. C'est vrai que Vitinha plus Donnarumma absent mercredi, donc en plus des absences, hein, Kimpembe, Hernandez et Gonzalo Ramos, Vitinha et Donnarumma. Alors, déjà Vitinha, c'est probablement le meilleur joueur parisien. Et ensuite, avec Donnarumma, ce sont les plus réguliers. C'est plus difficile de dire ça de Donnarumma quand on parle d'un match de Ligue des Champions, c'est vrai, parce qu'il est meilleur en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe, Donna. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même deux joueurs très importants. Démarrer avec ton gardien remplaçant et sans ton métronome, parce que Vitinha, quand il garde le ballon, tu vois, qui maîtrise le tempo et voilà, quand il voit que le bloc est un peu resserré en face et qu'il garde le ballon, il laisse un joueur venir sur lui avant de passer et orienter, ou alors quand il voit qu'il y a des espaces et que boum, il lance dans la profondeur directe. Bon, ça, on l'a pas vu de la part de Fabien Ruiz hier, quoi. Pas Vitinha. C'est pas Vitinha, Fabien. Donc c'est vrai que ça fait des absences assez lourdes. Pour les pénaltys aussi, ça pose des questions, parce que Ramos qui prenait les pénaltys l'année dernière quand c'était pas Mbappé, Vitinha qui l'a donc est le tireur de pénalty, on n'en a pas mercredi. Bon, je pense qu'en réalité ce sera Dembélé, parce que visiblement Dembélé s'était un peu plaint du fait que ce soit Vitinha le tireur, et c'est le deuxième tireur normalement, Dembélé. Donc voilà, il a tiré un beau pénalty contre le Portugal avec l'équipe de France. Bon, j'ai plutôt confiance. Après, si c'est pas lui, peut-être Hakimi, hein, avec le Maroc, qui en a tiré sur des séances de pénalty. On se souvient face à l'Espagne à la Coupe du Monde, qui est aussi bon sur l'exercice des coups francs. Donc voilà, Asensio aussi. Donc c'est vrai que sur les pénaltys, bon après, voilà, c'est une question complètement annexe et qui pas très intéressante. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on a bien détaillé ce match face à Reims, les enjeux, les enseignements. On va se retrouver demain ou après-demain donc pour l'avant-match Gironne, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai que sur toutes les équipes de Ligue 1 qu'on a rencontrées jusque-là, elles font 4-5 passes et on récupère le ballon. Le contre-pressing est très intéressant, avec notamment João Neves qui a de l'importance, les joueurs qui sont vraiment au diapason, les entrants aussi, hein, qui sont tout de suite dans le ton et qui maintiennent ce niveau un peu de contre-pressing sur la fin de match. On attend de voir ça face à des grosses équipes européennes, bien sûr. Alors là, le test, ce sera Arsenal, le 1er octobre. Donc là, ça va vraiment être quelque chose de très très intéressant. J'ai tellement hâte d'y être parce qu'on va pouvoir du coup confronter un peu ce contre-pressing jusque-là efficace en Ligue 1. C'est vrai, hein, c'est vrai que les équipes, voilà, 4-5 passes, pas plus. Donc là-dessus, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Arsenal qui a ouvert le score contre Tottenham sur corner. Super, un coup de pied arrêté. Super, ce qu'on gère absolument pas. Donc bon, on a encore du temps quand même, hein, pour travailler ça. Et en plus, dans les médias, c'est vrai que ça... contre Lille, déjà, on le disait dans les vidéos, il y a eu un travail. Et dans les médias, il y a eu un papier de l'équipe, là, comme quoi, voilà, le staff de Luis Enrique avait travaillé là-dessus un peu pendant la trêve. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont travaillé un peu. C'est ce qui était dit, hein, dans l'équipe. Ils ont un peu travaillé. Pas trop non plus, mais ils ont un peu travaillé. Après, ça rejoint la philosophie de Luis Enrique, hein, de toute façon. C'est, voilà, le jeu avec ballon, les phases actives, quoi. Les phases arrêtées, c'est vrai qu'elles sont un petit peu délaissées. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite.